Dax, je m'absente, je te laisse le laboratronche. Une mission? Francis m'a appelé. Il pense avoir retrouvé le linceul de Moïse. Je dois aller enquêter. Bonjour à Francis. Bon, puisque Vlad n'est pas là, nous, on va parler du Saint-Suaire de Turin. Ça nous occupera. Le Suaire apparaît aux historiens en l'an 1357 à Liray, en Champagne. C'est une toile rectangulaire de 4,40 m sur 1,13 m en lin. Il porte des brûlures remontant à la nuit du 3 au 4 décembre 1532 lors de l'incendie de la chapelle du château des Ducs de Savoie à Chambéry, ainsi que des traces d'eau liées à l'extinction des flammes. Dès 1560, l'évêque de Troyes interdit l'ostension du Suaire qu'il ne juge pas authentique puisque les Écritures ne le mentionnent pas. 28 ans plus tard, le pape Clément VII autorise les ostensions, mais interdit qu'on le présente comme une relique véritable, seulement comme une figure. Mais le nouvel évêque en appelle au roi de France, parle d'un objet factice destiné à tirer des bénéfices et le roi confisque la chose. Le pape, à nouveau, autorise l'objet à être exposé, mais exige qu'on précise qu'il n'est pas le linceul du Christ. Très vite, cette exigence n'est pas respectée et Clément VII s'en accommode. Par la suite, le linge devient la propriété d'une comtesse qui l'emmène un peu partout en Europe, puis le troque contre un château, celui de Varambon. Depuis 1694, le Suaire est conservé dans la chapelle royale contiguë à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, propriété des ducs de Savoie, puis cédé à l'Église catholique en 1983, il échappe à un nouvel incendie en 1997. Depuis, l'Église ne l'a jamais considéré comme une relique. L'objet est tellement iconique, tellement spécial, qu'une science a été inventée, la syndonologie, cas unique que cette science tout entière dévolue à un seul objet manufacturé. La syndonologie, acquise aux thèses qui font du linge le linceul de Jésus, n'est pas reconnue comme une véritable science par les experts des disciplines concernées. La carrière internationale du Suaire débute quand il est pris en photographie en 1898. En effet, l'image d'un personnage visible sur le négatif fait si forte impression que le Suaire devient l'artefact le plus étudié du monde durant le XXe siècle. À l'époque, on se dit qu'il ne peut pas s'agir d'un faux, car personne, assurément, n'aurait pu imaginer la technique du négatif au Moyen-Âge ou au temps de l'Antiquité. Encore que... Les syndonologues nous disent que l'objet est incroyable, unique, parce qu'il possède les données en 3 dimensions d'un corps. Apparemment, personne ne serait capable d'une telle prouesse. Ils prétendent avoir pu reconstituer le corps de Jésus en utilisant la gradation de coloration du tissu qui est corrélée à la distance entre le linge et le corps. Quand on regarde de plus près leurs travaux, on constate pourtant qu'ils ont dû injecter dans leurs données la forme d'un corps afin de pouvoir l'y retrouver à la sortie. Car en réalité, les données de la gradation de coloration donnent une image plate. Le résultat ressemble davantage à un bas-relief qu'à un corps, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'Henri Brock sur la méthode utilisée pour fabriquer l'objet, mais pas tellement avec celle d'une relique authentique. On observe ici un biais flagrant de raisonnement circulaire. Pour obtenir une image en 3 dimensions, on injecte une image en 3 dimensions et on s'émerveille alors du résultat qui correspond exactement à ce qu'on attendait. Dans le même temps, si le linge avait été enroulé autour de la tête du mort, on aurait dû obtenir une image déformée de son visage. Et ce n'est pas ce qu'on observe. Idem pour la largeur du corps. Il y a donc tout un ensemble d'effets discordants qu'il faudrait expliquer pour authentifier l'objet. Or, personne ne les explique. 1969. Première analyse, très sommaire, avec des ultraviolets et des infrarouges. Aucun résultat n'est publié. 1973. Une équipe de syndonologues a accès au linge et peut prélever de la poussière et des pollens. Compte rendu publié 3 ans plus tard, le Suaire ne serait pas une peinture. L'un des membres de cette équipe, le criminologue Max Frey, prétend de son côté que les pollens ont parlé. Selon lui, on peut conclure que le linceul a séjourné aux abords de Jérusalem. Mais les experts réfutent la précision de son analyse. D'une part parce qu'il manque des espèces majeures de cette région,
olivier ou chêne par exemple, et parce que les images de pollen produites par Fry lors de ses conférences ne portent aucune trace de la calcite déposée lors de l'incendie de 1532. Fry admit qu'il avait choisi de montrer des images de référence et pas celles des vrais pollens prélevés sur le suaire. À sa mort en 1983, il n'avait toujours pas publié ses travaux dans un journal scientifique. Une équipe de 40 sonologues analyse l'objet. Dans les travaux publiés, les chercheurs concluent que l'image résulte d'un procédé mystérieux, excluant la peinture. Certains de ces chercheurs indiquent la présence de sang. En fait, ils ont détecté de la porphyrine, qui est effectivement un composant du sang, et qui constitue, pour eux, une preuve positive par présomption. D'autant que d'autres analyses ont mis en évidence de la bilirubine et de l'albumine. Sauf que aucune analyse spécifique n'a été effectuée par les syndonologues qui permettent d'établir que les molécules présentes proviennent bel et bien de sang. En 1973, l'Institut de médecine légale de l'Université de Modène a reçu 10 échantillons de fils de lin prélevés sur ce qu'on appelle les taches de sang. Un test UV s'est révélé négatif. Le test à la benzidine fut aussi négatif. Des tests de microspectrophotométrie ont également échoué à mettre en évidence la présence de sang. Les conclusions des syndonologues se basent donc sur des résultats positifs mais non spécifiques. Bilirubine, albumine et porphyrine se retrouvent dans les pigments utilisés par les peintres. Encore mieux, une étude du laboratoire McCrone, le plus grand spécialiste mondial de la détection de faux en art. Ils ont révélé, sur des petites particules prélevées à différents endroits du suaire, une composition similaire à de l'ocre rouge, un pigment très courant au Moyen-Âge. Les taches de sang contenaient en plus du cinabre, autre colorant courant à cette époque. La teinte jaune du corps s'est révélée due à un détrempage réalisé à partir de collagène animal, ce qu'on appelle de la colle d'os, qui a jauni avec le temps. Ces différents éléments indiquent donc que l'image provient d'une préparation colorée appliquée sur le linge. Des résultats cohérents avec l'absence de traces de véritable sang. Les syndonologues n'ont pas beaucoup apprécié et ont demandé à McCrone de rendre les échantillons. Il est important d'insister sur le fait que chaque résultat, chaque fait, a d'autant plus de valeur qu'il est cohérent avec les autres. Nous avons donc jusqu'à présent en concordance l'apparition tardive de l'objet en 1357, l'absence de véritables traces de sang, la présence de pigments courants à cette époque et une forme qui peut provenir de l'utilisation d'un bas-relief comme on savait en faire alors. Mais on peut faire encore mieux. On peut dater l'objet grâce au dosage des isotopes de ces atomes. 1988, test au carbone 14. Le 21 avril 1988, des syndonologues, parmi lesquels des experts en textile, prélèvent un rectangle de tissu en bas à gauche de l'image ventrale. Le rectangle est découpé en 3 parties qu'on envoie dans 3 laboratoires différents dans le monde. Les résultats qui reviennent sont cohérents entre eux et définitifs. Le suaire a été tissé avec du lin récolté entre 1260 et 1390. Alors bien sûr, on a légèrement évoqué l'hypothèse d'un complot maçonnique pour tenter de réfuter ces résultats, mais ce n'était pas très convaincant, alors il a fallu trouver autre chose. C'est là qu'on a trouvé des tas d'hypothèses ad hoc pour revenir à une conclusion plus acceptable. Hypothèse ad hoc numéro 1. La contamination. Pour écarter la datation au carbone 14, on a supposé que le linge avait été contaminé par des bactéries ou des champignons. Leur matière organique, collée sur le suaire, aurait suffi à infléchir la datation. Mais un calcul réalisé par Henri Brock montre que pour décaler de 13 siècles le résultat, il faudrait que les bactéries aient apporté une masse de carbone au moins 2 fois plus importante que celle déjà présente sur le suaire. L'avantage de cette hypothèse est qu'elle ne nécessite pas de lourds travaux pour se voir réfutée. Hypothèse numéro 2. Une mystérieuse radiation. Les radiations issues du corps du Christ au cours de sa résurrection auraient projeté cette image de lui sur le linceul et modifié les propriétés de la matière. La nature de cette radiation mystérieuse est ouverte à conjecture. Hypothèse 3. Le bombardement de protons. Si le corps de Jésus a libéré l'équivalent de 1 mégaélectronvolt, alors une image aurait pu s'imprégner sur le tissu, selon l'hypothèse du père Jean-Baptiste Rinaudot, biophysicien.
C'est une curieuse façon d'aborder la question dans la mesure où cette hypothèse est bien plus inexplicable et mystérieuse que le suaire lui-même. C'est pourquoi cette explication échoue au test du rasoir d'Occam. Hypothèse numéro 4. L'irradiation par laser. L'équipe de Giulio Fanti a montré en 2008 qu'une irradiation avec un laser spécifique à base de chlorure de xénon a permis l'obtention sur du lin d'une image qui a mis 1 an à se former. Bien sûr, on ignore où Jésus serait allé chercher ce laser. Et par conséquent, cette hypothèse-là aussi n'apporte rien. Hypothèse numéro 5. Le tremblement de terre. Le professeur Alberto Carpentieri pense qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 8,2 a frappé Jérusalem au moment de la mort de Jésus. Les roches broyées auraient pu produire assez de neutrons pour imprimer le corps du Christ sur le lin et altérer le taux de carbone 14. Ce qui est curieux, c'est qu'aucun autre objet, à part le suaire de Turin, n'a jamais manifesté un écart de cette ampleur dans une radiodatation. Nota bene, aucune source historique fiable, c'est-à-dire non légendaire et non liée directement au récit biblique, n'atteste la réalité d'un séisme aux environs de l'an 33. Hypothèse numéro 6. Erreur dans le prélèvement. Les experts, qui en 1988 ont eu accès au suaire, eux-mêmes syndonalogues, auraient justement choisi le pire endroit où faire ce prélèvement. Cette hypothèse-là consiste à dire que les experts ne connaissent pas leur travail et n'auraient pas été capables de voir un raccommodage entre lin et coton. Dont acte. Le suaire a excité l'imagination de nombreuses personnes qui ont émis des tas d'hypothèses, sans jamais montrer en quoi leur hypothèse fétiche expliquerait mieux les faits que l'hypothèse d'un faux datant du XIVe siècle. Par exemple, il s'agirait du linceul du dernier grand maître des Templiers, sauf qu'il est mort sur le bûcher. Ou bien il serait un faux réalisé par Léonard de Vinci. On entend même dire que le sang sur le suaire, qui n'est pas du sang, aurait pu être cloné afin de donner naissance à l'Antéchrist. Je vous le donne en mille, c'est le prince William d'Angleterre. Il n'existe aucune raison valable de douter que le suaire de Turin est un objet du Moyen-Âge. En effet, toutes les données rassemblées sont cohérentes entre elles, et avec la conclusion qu'il a été fabriqué avec du matériel disponible à cette époque. Pigments et colle d'os, technique du bas-relief et tissu à chevrons. Ceux qui éprouvent le désir que ce linge soit le véritable linceul de Jésus ne doivent pas confondre ce désir avec une preuve de son authenticité. Il faut ce qu'on appelle les yeux de la foi pour oblitérer les preuves accumulées. On m'autorisera à relever que cette histoire a suscité une somme considérable de travail, de polémiques et d'hypothèses gratuites pour prouver l'authenticité du linceul d'un homme dont l'existence historique est peu probable.